Bonjour à tous, bienvenue dans ce War Apéro numéro 5. Le War Apéro numéro 4 date un peu, mais c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. Je vous dis, je suis aux études, c'est pas facile tous les jours. Alors bienvenue dans ce War Apéro numéro 5. Si vous ne le savez pas, il y a un petit codex Eldar qui est sorti il y a pas trop longtemps. Du coup, on va parler du top et du flop des unités de ce codex. Je vous invite à... Alors petit disclaimer quand même, je vous invite à en dire dans les commentaires s'il y a des choses que je n'ai pas compris, des combos que j'ai mal vus, des trucs que je n'ai pas interprétés, que j'ai mal interprété, à me le dire dans les commentaires, à en discuter, à échanger, de savoir est-ce que le codex est bon, mauvais, etc. Moi, je pense qu'il est très bon. Je pense qu'il aura peut-être besoin de 2-3 réajustements et il sera nickel chrome, parce qu'il est très fort quand même. Et du coup, on s'attaque à ce sujet parce que c'est ma chaîne YouTube et je fais ce que je veux. Et du coup, c'est parti. Si j'arrive à cliquer là-dessus. Oui, tout à fait. Alors, je reviens sur 3 petits points qui sont très importants. Donc, c'est pas des petits points. Qui me permettent de faire plus ou moins une analyse du codex, à me donner une objectivité, mais pas tellement, mais en tout cas, on va essayer de s'y rapprocher par rapport à 3 paramètres. Le premier est l'adaptabilité, c'est-à-dire la capacité d'un datasheet ou d'une unité à pouvoir bénéficier des règles, des stratagèmes et des optimisations d'un détachement. On a l'utilité, c'est-à-dire qu'on va lire la règle d'une unité, on va se dire la règle est bonne, on va pouvoir faire quelque chose. Et la dernière, c'est la fonction. C'est-à-dire que quand vous allez construire une liste d'armées, il faut que l'unité que vous allez intégrer dans cette liste apporte quelque chose à votre liste, à votre armée et à votre façon de jouer. C'est-à-dire que quand vous allez la mettre sur table, normalement, elle va jouer un rôle. C'est typiquement ce que moi j'appelle la fonction. Et du coup, on va se baser sur ces 3 paramètres-là, notamment pour le top et pour le flop que je vais faire, mais également aussi pour la tier list qu'il y aura à la fin de la vidéo, que vous allez pouvoir voir et que vous allez pouvoir en discuter de cette tier list, si pour vous ou non, est-ce que c'est une bonne tier list ou pas, ou alors donnez-moi votre tier list en commentaire, en échange, on est sur YouTube, c'est beau. Alors, on va juste revenir sur la règle d'armée un tout petit peu, on va juste aller rapido pour vous faire un petit rappel très court. On a changé, on n'a plus du des dessins, c'est finito, bye bye, plus jamais, c'est fini, heureusement. On va se concentrer sur les Battle Focus tokens qui vont nous donner des possibilités de faire des manœuvres agiles. Quelles sont ces manœuvres agiles? Alors, savoir qu'il y aura 4 tokens si vous jouez à 2000 points. Vous adaptez le nombre de tokens en fonction de la taille que vous jouez. Les 4 tokens à 2000 points, donc vous allez avoir 4 par ronde de bataille qui vont se renouveler au prochain round. Le premier vous donne 2 en mouvement en plus. Un tir en état d'alerte impossible de la part de votre adversaire. Un mouvement de D6 plus 1 pour vos véhicules. Une conso à 6 pouces ainsi qu'un changement, qu'est-ce que je raconte? Un mouvement d'engagement de 6 pouces au lieu de 3. Les 2 derniers sont pas applicables sur les unités titanesques. Globalement, vous allez pouvoir faire un mouvement réactif de D6 plus 1 quand une unité est engagée avec vous et qui s'est désengagée. Et si une unité ennemie vous tire dessus, vous allez pouvoir faire un mouvement de D6. Encore, et c'est des mouvements normaux. Ensuite, on va faire un tout petit aparté au niveau des détachements, à savoir qu'il y en a 8 et qu'il y en a un qui date de Noël, donc il y en a 7 dans le codex, mais il y a celui de Noël en plus qui s'est rajouté, avec tous les mécanismes de la règle d'armée. Et du coup, on va vraiment se focus là-dessus, parce que je vous rappelle qu'il y a un des paramètres de sélection du top et du flop des pris en compte, qui est l'adaptabilité, qui prend en compte la règle de détachement, même si on prend les stratagèmes, etc., en plus en compte. Le premier est le conseil des présciences. Bon, les dés du destin sont pas finis complètement, ils y reviennent quand même, mais c'est plus tout à fait la même chose. Globalement, vous lancez 6 dés, vous allez avoir des numéros, et en fonction de ce numéro-là, il y a un stratagème attitré pour le numéro, et vous allez l'avoir gratuitement pendant la bataille. Ensuite, vous avez Lost Aspect. Globalement, ce sera les guerriers aspect et l'avatar of Kane. Vous allez avoir la relance des touches et la relance des blessures, ces unités-là. Lost Gardien du Vent. Lost Gardien du Vent, donc vous allez avoir vos unités montées et les Vipers. Globalement, à la fin du round adverse, vous allez pouvoir en retirer 2 du champ de bataille et les remettre en réserve stratégique. Donc c'est un genre d'hypercrypt ou un truc comme les Great Knight ont, mais pour les motos. Et les motos Gardiens du Vent vont avoir le mot-clé Ling. Alors juste tout petit aparté, pour moi le mot-clé Ling, donc Battle Line, pour moi c'est pas du tout pour en jouer 36, c'est plus pour bénéficier des règles de scénario qui vous permettent d'avoir des stratagèmes à 0 PC ou pouvoir faire des actions quand vous avez retreat ou des choses ainsi, etc. Pour moi, c'est vraiment ça qui bénéficie et pas du tout le fait d'en jouer 36. L'os blindé, c'est celui qui date de Noël. Vos véhicules ont la règle assaut et si vos véhicules ont le mot-clé vol, vous relancez ces jets d'assaut, donc encore plus de mouvement. Les 4 derniers stratagèmes, host de guerre,
vous allez avoir un pion de transguerrière en plus. Donc transguerrière, c'est la règle d'armée, donc vous allez avoir 5 au lieu de 4. Et vous allez avoir un mouvement supplémentaire quand vous allez faire des manœuvres agiles vifs et des manœuvres agiles tout court. Conclave spectrale, ça se focus sur les psycheurs et les chasses fantômes. Donc c'est globalement guerrier fantôme, garde fantôme, seigneur fantôme. Donc c'est les petits fantômes qui se jouent en unité. Et le seigneur fantôme qui est un peu grand, mais c'est pas le titanesque. Les guerriers fantômes et gardes fantômes ont le mot killing. On se rappelle de ce que j'ai dit pour les motos, même commentaire. Et globalement, la règle d'armée, c'est si votre psycheur, un psycheur de votre armée est mort, et ben vous allez avoir plus un touche, plus un bless sur l'unité qui l'a tué. Et ensuite, si vous avez un psycheur à portée du guerrier fantôme et garde fantôme, et ben typiquement, vous allez avoir votre règle d'armée intégrée pour vos fantômes parce qu'ils ne l'ont pas nativement. Fantôme de la toile. Focus sur les arlequins, vous avez une règle d'armée qui vous permet d'ignorer les unités ennemies quand vous faites un mouvement de charge. Les unités troupes ont le mot-clé ligne, et OC2, donc c'est vraiment des battle lines. On se rappelle ce que j'ai dit, le mot-clé ligne, ça permet plus de bénéficier de règles de scénario que vraiment avoir ce côté-là de se dire je peux en jouer plein, même si là, ça pourrait être intéressant d'en jouer plusieurs. Vous pouvez aussi inclure 3 fois un exemplaire des figurines suivantes, le bouffon tragique, le prophète, de l'ombre et le coryphée. Donc là, je comprends pas trop parce que pour moi, on pouvait déjà les jouer par 3, donc avoir une clarification ou quoi. Et ensuite, vous avez un dévot d'Inéade, donc qui est globalement focus sur les Inari. Ça vous donne des mouvements réactifs quand à la phase de tir adverse ou quand l'ennemi se désengage, vous allez pouvoir faire un mouvement pour être apporté un engagement et vous allez pouvoir vous donner sur l'unité un combat en premier à la phase de combat. Donc ça donne plein de mécanismes de mouvement et en plus des trucs très létaux. Quelqu'un doit être votre seigneur des guerres et vous allez pouvoir inclure des unités de Drukhari dans votre armée. Donc ça peut être pas trop mal et assez sympathique au niveau de la table. Donc ça peut être très très cool à voir. Les 8 détachements sont très forts, sont très forts. On s'entend, ils ont tous une ADN, il n'y en a pas un qui est poubelle. Il y en a quelques-uns qui sont au-dessus des autres, mais c'est pas, il n'y en a aucun où on se dit ok, celui-là je ne le jouerai jamais. Si vous avez les figues, vous aurez envie sûrement de jouer tout. Maintenant, on s'attaque aux 5 unités flop. On y va tout de suite, il n'y a pas besoin d'attendre. Pour moi, le premier, c'est clairement Moganra. C'est un seigneur phénix qui ne profite absolument pas du tout des mêmes... des mêmes bénéfices que ses copains. Pourquoi ? Parce que lui, pour avoir déjà des règles, en plus, il doit être lead et il n'améliore pas du tout l'unité faucheur noir, donc c'est l'unité qui va leader. Il n'améliore pas du tout une capacité de tir ou leurs règles à eux. Non, lui, typiquement, s'il est leadé, il va avoir une règle pour lui. Il va mettre des BM sur un 5+, donc globalement, c'est pas bon du tout. Le tir est sympathique, mais il n'a pas de précision, donc alors qu'il devrait, je pense. Et du coup, même s'il se défend corps à corps, on oublie très très vite ce que c'est. Et ensuite, son autre règle qui provoque des d'ébranlement. Il n'y a aucune règle dans l'armée qui permet d'augmenter des effets d'ébranlement ou de mettre des malus. Et du coup, c'est très limité dans ce qu'il fait. Il vaut 100 points pour 100 points. Il y a tellement mieux dans le codex. Le codex Eldar coûte très cher. On n'a pas envie de s'embêter à avoir une unité à côté. Il ne fait absolument rien. Elle fait vraiment rien. Elle n'a rien de spécial. Une capacité qui ne combatte pas du tout avec le reste de l'armée. 100 points, il y a tellement mieux. Donc Moganra. Malheureusement, V9 ça marchait pas, début V10 ça marchait pas, Codex V10 ça marche pas. On espère qu'en V11, on va pouvoir le sauver, ce pauvre petit monsieur. Ensuite, on a les gardes fantômes. Pourquoi les gardes fantômes ? Parce qu'ils ont perdu beaucoup. Ça ne se joue que par 5. Ils ont perdu un point d'endurance. Ils ont perdu de la capacité de combat. Ils ont perdu leur règle de tir en retour quand ils se font tirer dessus. Ils ont plus une vieille règle nulle où ils peuvent retreat tirer. Bon, c'est pas très intéressant. Bon, le lance-flamme rigole pas trop, mais bon, si on veut vraiment des lance-flammes, on a des meilleurs moyens d'en avoir ailleurs et qui est plus intéressant, parce que ça ne bouge que de 6, même si on peut se donner des mouvements en plus, mais alors il faut jouer le bon détachement, donc on est aussi limité. Donc voilà, disons qu'elle n'a rien de particulier, qu'elle est facilement remplaçable. Si vous voulez avoir des lance-flammes, il y a mieux ailleurs. Si vous voulez avoir des gros trucs de tir, eh ben, vous avez des véhicules qui vont faire bien mieux le travail. Là où les gardes fantômes qui sont de corps à corps, où là pour moi il y a un truc à faire avec eux, pour les gardes fantômes de tir, il faut les oublier, à savoir que c'est 2 détachés différents, donc vous pouvez en jouer 15 de chaque parce que ça ne se joue évidemment plus que par 5. Et ils ont une règle en plus pour avoir un plus d'un touche, il y a un psycheur, donc si vous jouez les lance-flammes déjà, vous oubliez cette règle là, donc ils perdent un slot de règles. Et si vous voulez jouer, si vous touchez à 3, franchement on s'en fout complètement. Il y a tellement mieux ailleurs qu'on oublie, on repense à ce que je disais,
l'utilité et la fonction. Ils ont ni fonction ni utilité, donc même pour les détachements, c'est pas bon du tout. Donc on ne se presse pas sur cette unité-là, on dit au revoir. Ensuite, on a le Night Spinner pour 125 points. Bon, bah, malus de mouvement, c'est sympa. Donc la règle est quand même pas débile, hein, avoir moins de mouvement et moins de la charge. Donc ça permet aussi de se protéger de certaines armées de CAC. Mais bon, les armées de CAC, elles ont souvent un advance charge. Et vu qu'il n'y a plus le malus sur l'advance, eh ben, on va pouvoir équilibrer. On fait entre 3 et 4 sur son mouvement d'advance. Donc on va limiter ce malus-là. Ça coûte 195 points. Tous les jours, pour 125 points, on va chercher ailleurs. Je vous rappelle que, enfin, je vais vous montrer plus tard, mais pour 125 points, on a vraiment mieux. On peut aller chercher des véhicules qui font beaucoup plus mal pour beaucoup moins cher. On a déjà des mécanismes de mouvement, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bouger après avoir été tiré dessus. On bouge déjà de bien, on va pouvoir tirer, surtout sur les stratagèmes, on se fait tirer dessus, on va pouvoir réembarquer. Ou alors on tire et on peut réembarquer, etc. Donc en fait, on a déjà plein de mécanismes. Un, pour être caché au niveau du tir. Si on veut être caché au niveau du corps à corps, on a plein aussi d'unités pas trop chères qui vont pouvoir se mettre devant et du coup ne pas être trop abîmé sur une armée très corps à corps. Et du coup, cette unité-là, pour moi, pour 200 points, beaucoup trop cher, des mécanismes de mouvement avec une règle qui est pas assez intéressante pour être sûr qu'on va bénéficier de ça. Donc pour moi, c'est vraiment poubelle parce que trop cher et une règle pas débile, mais pas assez intéressante, surtout avec le rework qu'il y a eu, le retravail dessous tout le codex. Ensuite, on passe au Corsair Néanti. Vous pouvez lire la ligne tout en bas, c'est clairement ça, Néanti, plutôt anéanti par les Corsair Néantari. Pourquoi ? Parce que les Corsair Néantari ont éclaireur 6. C'est ce qu'on demande aux Corsair, c'est d'avoir leur fonction éclaireur. Et eux, ils coûtent 20 points de plus pour être un peu plus létal, pour avoir touche fatale, précision et ignore le cover. Franchement, on oublie tous les jours. C'est pas du tout ce qu'on leur demande, c'est pas être un petit peu létaux au tir, c'est surtout faire des actions, un cordon, bloquer, etc. Et les Corsair Néantari coûtent beaucoup moins cher et sont capables de le faire sans aucun problème. Donc en fait, eux coûtent plus cher pour faire un peu plus mal. On va préférer payer moins cher pour avoir une unité embêtante et mettre les coups en point sur une autre unité pour qu'elle soit létale. Donc les Corsair Néantari, pareil, ciao, on n'en veut pas. Enfin, j'ai loupé un truc, mais je vois vraiment pas l'intérêt de ces datasheets quand on compare les deux l'une à côté de l'autre. Donc je voudrais bien votre avis là-dessus, parce que moi je ne comprends pas vraiment, je comprends absolument pas ces datasheets là. Je ne vois pas du tout son intérêt. Ensuite, en dernier, on a les plateformes de tir. Bon, j'ai mis celle qui était la pire, mais globalement pour moi toutes les plateformes de tir ne sont pas bonnes. Je ne vois pas ce qu'elles foutent dans le codex. Ça c'est vraiment... J'avais envie de dire comme commentaire qu'il y avait quasiment rien dans le codex qui était pourri au niveau de datasheet. On avait envie un peu de jouer tout parce que pour l'instant tout se justifiait sauf le Corsair pour moi. Et les plateformes de canon c'est tout pareil. Quand on compare ce qu'il y a dans le reste dans le codex, je ne comprends pas pourquoi on aurait envie de jouer ça. Ça coûte 125 points pour avoir des tirs qui font mal et pour avoir une reroll de dégâts sur des unités titanesques. Donc globalement sa règle il va jamais en bénéficier. Pour avoir une létalité similaire, 15 ou 30 points de plus, on va aller chercher cette létalité-là, même plus stable et plus fiable. Uniquement un prisme à côté de ça, tous les jours, ça bouge 2 fois plus vite. Ça a 9 d'endurance de 6, ça a quasiment le triple de PV, on passe de 5 à 12, donc plus du double, de loin, meilleure sauvegarde, un meilleur OC. Donc vraiment, les plateformes, je ne comprends pas, surtout que si on veut mettre des plateformes avec des gardiens dedans, on se dira ça peut être sympa. Le problème c'est que les gardiens, vous allez préférer tous les jours avoir 10 gardiens qu'avoir une plateforme comme ça. Donc tout pareil, cette unité-là, je ne la comprends pas. J'ai peut-être loupé un truc, mais vraiment même commentaire. Ces deux datasheets-là, je ne comprends pas qu'est-ce qu'elles foutent dans le codex, ou voir comment elles sont écrites actuellement. Je ne vois pas l'intérêt. Pour moi, si quelqu'un joue sur table, c'est le genre de fois où je vais me dire, mais un jour Eldar, mais qu'est-ce que tu fous avec ça ? Ça ne sert à rien. Donc non, je joue pas ça. Bon, on va quand même passer sur un côté positif, des unités top. Il y a quand même des unités top, donc on va pas s'en plaindre. Il y a quand même des très très bonnes choses dans le codex, voire un peu trop fort. Je commence par mes chouchous, les Shining Spear. Pour moi, ils font tout. Ils font tout et ils sont forcément utilisés en seconde vague, jamais en première. Ils seront toujours utilisés en seconde vague. C'est déjà mes chouchous du codex. Ça bouge de 14, mais ils ont la règle pour bénéficier. Enfin, ils ont l'aptitude de faction, donc ils bénéficient du 2+ de mouvement, donc bouge de 16. Donc ça n'a qu'une endurance de 4, regarde à 3 de PV, donc c'est du body de Marines. Bon, ça bouge de 14, voire de 16. Donc ça bouge 3 fois plus vite qu'un Marines quand même. C'est OC2. Donc c'est quand même du Marines Battle Line. À savoir que vous pouvez avoir l'invue à 4. Et le fait d'être OC2, ça dit vraiment que ça fait tout. Surtout qu'ils ont une règle de folie. Enfin, j'allais dire une règle d'armée, mais pas du tout. Une règle tout court, mobilité extrême. Je
Chaque fois que cette unité fait un mouvement normal d'advance, retreat ou de charge, ignore les mouvements verticaux. À distance verticale, bon, du coup, mouvements verticaux. Ça veut dire que ça passe les ruines, ça passe les unités ennemies, bon ça volait déjà, mais ça passe aussi les containers et tout ce qui peut les bloquer. Donc typiquement c'est une unité super qu'il faut utiliser souvent en deuxième vague mais qui fait tout sinon. Elle va bloquer, elle va tirer quand même parce qu'elle se défend pas mal au tir. Hein. Elle va faire mal au corps à corps, donc elle va tuer des unités, que ce soit au tir ou au cac. Souvent on va vouloir, je pense qu'il faudra en jouer au moins une fois 3, peut-être 2 par 3. Vague de 6, je vois vraiment pas l'utilité, c'est beaucoup trop gros. Il n'y a pas besoin d'avoir... C'est pas un truc qui a besoin d'être par 6. Par 3, ça fonctionnera très bien. Ça reprend des objectifs, ça annule du primaire, ça tatane au corps à corps, ça tatane au tir. Ça coûte pas si cher que ça. Ça tombe pas trop mal pour de l'Eldar. Et en fait, ça bouge super vite, il n'y a pas besoin. C'est une unité hyper adaptable, elle rentre dans toutes les catégories, quasiment dans tous les détachements. Enfin, pour moi, on peut quasiment presque les jouer dans tous les détachements sans se tracasser parce que ça fera toujours le travail. Donc vraiment... Ça, c'est une unité que vraiment quasiment parfaite. Bon coup en point, très bonne règle, et elle fait tout ce qu'il faut. Donc c'est une super bonne unité. Moi, je dis deuxième vague aussi, parce que je pense clairement qu'il y a de meilleures unités pour aller chercher des unités en première vague. Et on va les voir dans pas trop longtemps. Ensuite, en top 4, on va aller dans pas trop longtemps, on monte dans le podium. Les Fire Dragons, bon bah écoutez, ça tue à peu près n'importe quel véhicule et monstre. Pourquoi? Parce qu'ils ont une règle qui dit full reroll touche, full reroll bless sur les monstres. Bon, bah écoute, dans ces cas-là, on arrête de jouer, on pose les dés. Pourquoi? Parce qu'ils ont du D6 dégâts. Tu me diras, ah, D6, on sait pas trop. Bon, bah ça rigole aussi les dégâts, hein, juste pour vous prévenir. Et ça a du fusion. Donc tout ce qui est divise dégâts par 2, c'est ciao. Moins 1 dégât, c'est ciao. Ça fera forcément vos dégâts. Donc, et je vous rappelle que l'exarc a fusion 6. Donc quand tu fais du D6 reroll, enfin D6 plus 6 reroll, vous allez chercher vos 10, 11 dégâts. Pas trop compliqué, hein. Là, quand vous faites ça, vous êtes sûr de laver n'importe quel véhicule. Donc ça se joue soit par 5, soit par 10. Bon, ça coûte cher, hein, c'est 5 points les 5. Mais ça fera toujours le travail, il ne faudra pas vous tracasser à ce niveau-là. Ça fera toujours le travail. Si ça tue une unité plus chère qu'elle, pouvez-vous dire, ok, c'est bon, ils ont fait le travail, il n'y aura pas de souci pour le prochain tour. Et c'est une pression constante sur l'adversaire parce que ça va être une épine dans le pied. Parce que vous allez avoir plein de petites menaces. Et c'est typiquement ce genre de menace très chiant parce qu'on ne pourra pas l'ignorer. Bon, après, il y a une limite. Hein. En général, on va vouloir le mettre dans un véhicule pour pouvoir sortir et puis être à portée de fusion. Donc, il y a quand même des limitateurs. Donc, ça, les combos coûtent assez cher. Mais vous mettez typiquement Fuegun dans les packs. Moi, j'ai pas mis Fuegun parce que je pense que le Fire Dragon, les unités de Fire Dragon peuvent très bien se débrouiller toutes seules. Et si vous avez besoin de Fuegun, vous mettez Fuegun dans le paquet et il va vous donner ce qu'il faut en plus pour aller tataner tout ce qu'il faut. Vraiment, ça fera tout le travail. Il rajoute D6, il rajoute 6 aux portées de tir et du coup les portées de fusion sont augmentées de 3. Quand vous augmentez 3 les portées de fusion, c'est vraiment pas mal du tout. Parce que vous augmentez de 30% vos portées de fusion, qui est très très bien. De plus, dans le détachement host aspect, je crois que ça s'appelle comme ça, vous avez un stratagème qui vous permet de soit d'avoir touche retenue, soit touche fatale, soit une cover. Bon, le cover il sera pas très utile. Mais si on utilise un pion aspect, ce que toutes les unités aspect ont, eh ben vous allez pouvoir en avoir 2. Donc si vous voulez avoir touche retenue et touche fatale en sachant que vous êtes full reroll des touches, eh ben vous allez les chercher sans aucun problème. On verra qu'il y a moyen même d'augmenter ce petit côté-là, mais on n'y va pas encore trop tout de suite. Je pense typiquement c'est le genre d'unité très très bien à jouer une 10, une de 5, ou alors 2 de 10, ou 2 de 5, parce que ça fera toujours peur à l'adversaire. S'il tombe pas une unité, il y aura l'autre qui va faire mal, et même si vous tombe l'unité de 10, 5 quand même dans les patounes, ça va vous faire mal, parce qu'un pack de 10 va pouvoir vous sortir n'importe quel gros véhicule, un pack de 5 va pouvoir aller chercher, va faire mal au gros véhicule, et va pouvoir aller chercher n'importe quel petit véhicule, et ça peut faire facilement des trous chez l'adversaire, puisqu'il va être aura ou quoi, on va pouvoir vraiment aller enfoncer ça sans trop difficulté. Donc les Fire Dragons très très bons, ok ça vaut cher, et les combos vont aussi coûter cher, mais vous serez facilement rentable si vous savez bien séquencer vos tirs, tout simplement. Ensuite, on a Genzar. Bon, Genzar se joue forcément avec les Banshee. Pourquoi? Parce que les Banshee ont Advance et Charge, et Genzar donne une Advance auto à 6. Donc vous allez forcément faire votre mouvement. Pourquoi j'ai mis 19 bouge? Pourquoi? Très simplement, vous êtes dans un véhicule, vous sortez, vous bougez de 3, vous bougez de 8 derrière, vous bougez 2 avec les tokens, ça vous bougez de 13, vous avez l'auto-advance à 6, vous bougez de 19. Bon c'est French Cancan, vous allez charger ce que vous voulez globalement, parce que quand vous bougez de 19,
les charges à 2d6, bon bah c'est pas trop compliqué. C'est le type d'unité qui va pouvoir faire une Alpha Strike T1 avec les Scorpions, parce que les Scorpions seront en infiltration. Ils vont bouger de 8 derrière, ils vont pouvoir aussi aller charger ce qu'ils veulent sans trop de difficultés. Mais c'est pas fini. Pourquoi? Parce que les Banshees ont globalement tous de l'anti-infanterie 3+, sur leurs armes. Donc tout ce qui va être infanterie va pouvoir ça va les laver. Ça, le Fight First, donc ça va être très embêtant pour l'adversaire. Mais c'est pas fini non plus. Vous pourrez relancer tout le jet de blessure si vous y a une unité personnage. Bon. Vous allez préférer quand même taper sur les unités infanterie. Mais si dès qu'il y a un personnage dans l'unité infanterie, vous êtes quasiment sûr de laver l'unité. Et je vous rappelle que vous pouvez faire des consos à 6. Donc en fait, vous allez sûrement laver l'unité sur laquelle vous allez charger. Et vous allez essayer de bloquer 2-3 véhicules comme ça avec votre conso à 6. C'est très difficile pour l'adversaire de voir ce genre d'événement parce que bouger de 19, vous allez traverser la table, vous allez faire votre charge, vous allez avoir la conso à 6, vous allez vraiment traverser la map et bloquer ce que vous voulez. Après, il va falloir faire attention à ce que vous bloquez. Mais elle est capable vraiment, avec l'unité de Banshee, d'arracher à peu près ce que ça veut. Et on peut pas vraiment s'en prémunir parce que c'est de l'unité infanterie, donc ça va pouvoir traverser les ruines. Et ça va pas être trop compliqué à aller chercher. Donc c'est ça qui est un peu difficile, qui commence à être un peu trop fort dans l'Eldar, c'est qu'il y a des mécanismes de jeu qui va devenir trop forts et qu'on va pas du tout pouvoir être s'en prémunir parce que juste par le mouvement même, c'est tellement élevé en mouvement que bloquer ça devient trop compliqué ou alors ça va demander trop de ressources. Bon, même si le combo coûte cher parce qu'il faut véhicule plus les 10 Banshee plus Genzar, mais vous avez quand même une unité capable de traverser la map et de charger à peu près ce que ça qu'il veut et faire mal derrière. Pourquoi je l'ai mis là aussi derrière? Enfin, que je l'ai mis devant les Fire Dragons, parce que les Fire Dragons sont capables d'aller chercher n'importe quel monstre véhicule, et eux sont capables d'aller chercher n'importe quelle infanterie. Globalement, le jeu se tourne autour de beaucoup d'infanterie, beaucoup de véhicules, tâches monstres. Il y a beaucoup d'autres, il y a d'autres mots-clés, mais c'est pas très répandu d'avoir beaucoup de bêtes, beaucoup de marcheurs, ou beaucoup de montées. Même si ça dépend des armées. Bon, si vous jouez contre du Space Wolf, tant pis pour vous, mais... Genre, il y a des unités personnages globalement chez Space Wolf, donc ça peut être contrebalancé. Donc c'est très très bien. Et surtout, c'est beaucoup de dégâts 3 ou du dégât 2 avec pas mal de PA. Donc il y a vraiment moyen de gratter tout ce qu'il faut en dégâts et ça va faire mal quoi qu'il arrive. Surtout que vous êtes Fight Force, donc même si vous êtes resté bloqué, vous allez continuellement aller avoir votre Fight Force. Ou alors vous êtes en loquant plein d'unités. Si il veut vous tirer dessus et pas vous chercher au cac, il va falloir se désengager l'adversaire avec plein d'unités, qui va beaucoup le limiter après dans la suite des événements. On passe au top 2. Baharot et les Voltigeurs, il faut forcément les mettre ensemble comme les Genzar pour vraiment bénéficier au mieux des règles. Alors pourquoi comme ça? Parce que déjà Baharot va offrir 2 règles très très fortes. La première, c'est de donner toutes les touches quand il vient des réserves seront des touches critiques. Donc globalement, dès qu'il va lancer des dés, il sera en touche fatale. Les Voltigeurs sont aussi en touche fatale, donc ils vont lancer plein de dés. Et tous les jets de réussite, ce sera directement des sauvegardes. Donc ça a beaucoup de saturation. Ils vont faire mal à tout ce qui est petite unité embêtante. Donc ils vont pouvoir laver pas mal la backline, etc. Donc c'est vraiment top nickel. Mais c'est surtout sa deuxième aptitude. C'est que même sa deuxième aptitude, il donne 2 règles. Notamment de pouvoir repartir des réserves si elle n'est pas portée en engagement à la fin du tour adverse. Mais également d'arriver à 6 pouces. Bon, c'est écrit 3, mais avec la data slate, vous savez, on est passé à 6 et plus par à 3. Et vous allez voir que les Voltigeurs, ils ont un truc assez sympa, c'est-à-dire que quand ils viennent des réserves et qu'ils sont à 6 pouces, enfin à 8, et vu que vous allez pouvoir vous mettre à 6 avec Baharot notamment, ils vont lancer un dé par chaque figurine contenue dans cette unité. Baharot est compté dedans, donc vous êtes 11. Vous allez lancer 11 dés, sur chaque calpus, ça fait une BM. Vous allez souvent être entre 5 et 6 blessures mortelles. Vous avez une unité qui va pouvoir faire du secondaire. Même si vous ne tirez pas, vous perdez un peu une règle de Baharot, mais c'est pas grave. Vous allez faire votre action, vous allez quand même pouvoir faire vos BM. Souvent 6, et du coup vous allez pouvoir soit nettoyer quelque chose, soit te faire mal, et si vous avez laissé des trucs à quelques PV, vous allez, avec lui et son unité, ça va vraiment la laver en dernier. Et ce qui est très sympa aussi, c'est que vous allez avoir le fait que vous allez, cette règle-là, vous allez à la fois pouvoir la faire plusieurs fois, parce que vous partez et revenez des réserves grâce à Baharot, notamment que vous avez frappe en profondeur en plus. C'est très cool. Après vous êtes limité avec une seule unité. Souvent on va pouvoir le jouer pour optimiser au mieux les règles. Je vais lui avec 10 Voltigeurs derrière. Bon, le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir faire une grenade derrière. Mais bon, vous avez déjà une grenade à 8 pouces qui va faire souvent 6 blessures mortelles, là où la grenade ne va en faire que 3 en théorie en stat. Pareil, excellent pour du secondaire,
il va faire du dégât. Donc c'est pour ça que je l'ai mis d'ailleurs devant Genzar. Genzar va être très létal et bloqué. Le Barot va offrir de la létalité. Et derrière, en plus, du secondaire très facilement. Parce qu'en fait, les voltigeurs ont perdu leur règle de pouvoir repartir en réserve à la fin du tour adverse. Donc le seul moyen de récupérer ça, c'était avec Barot. Et le top 1, bon bah sans surprise, tout le monde en a parlé et on continuera à en parler, mais je pense qu'il faut quand même attendre de voir ce que ça donne sur table avant de crier au loup. On crie au loup, puis il y aura le nerf, on va tuer soit l'unité, soit la règle, soit carrément un détachement si on crie trop fort. Donc je préfère voir ce que ça donne sur table parce que ça coûte, c'est pas gratuit et c'est pas non plus hyper résistant. Les Kiss et les Spiders, enfin l'Eldar en global n'est pas très résistant au niveau de l'infanterie. Même s'il y a moyen d'avoir pas mal de moins un touche, moins un blaze, donc si on n'a pas beaucoup de saturation, on peut être pas mal impacté. Mais c'est surtout que les Lykiss et les Spiders vont avoir un truc de folie. Déjà parce que le mouvement de 24 maintenant il est automatique. On peut le faire directement. On n'a pas besoin de lancer un dé. Sur un 1 on se fait avoir. Non, on lance les dés par rapport au nombre de figurines. Si on fait un 1 on a une blessure mortelle. Donc il y aura 2, 3, 4 de temps en temps des figurines qui vont tomber quand même. Mais vous ferez votre mouvement de 24. Et Lykiss, qu'elle donne comme bonus, et bah quand vous faites votre mouvement de 24, vous pouvez quand même charger derrière. Et du coup, bah, vous avez un mouvement de 24 en vol, donc vous ignorez les unités, peu importe que backlane, etc. ou quoi, vous faites ce que vous voulez, et vous allez charger derrière. Donc potentiellement, vous avez une range de 36 pouces, si vous faites une charge à 12, bah bon, 36 pouces T1, il faut le faire, mais bon, vous pouvez, statistiquement, on va dire même une moyenne basse, vous faites un mouvement de 6, vous avez tout ce qui est à 30 de Lykiss et les Spiders sur le champ de bataille, ça va le charger. Donc même T1, vous allez charger ce que vous voulez, et là, si l'adversaire a T1, bah là, il faut vous avez vraiment la mobilité du choix de ce que vous allez pouvoir charger. Donc ça va tuer tout ce qui est infiltration avec les petits lance-flammes, etc. à gauche, à droite. Donc vous allez libérer tout le reste de votre armée. Vous allez pouvoir tuer à peu près toutes les petites unités que vous allez chercher au CAC. Et tout pareil comme Genzar. Si vous avez vraiment besoin, vous faites la conso à 6 et vous allez bloquer une autre unité. Et c'est peut-être mieux de bloquer avec cette unité-là qu'avec Genzar, parce que Genzar, elle le frappe en premier. Et du coup, si tu veux, il va falloir quand même la charger au tir. C'est peut-être mieux eux, parce que eux, ça peut être plus embêtant d'avoir une unité qui est capable de faire je pars, je reviens, je pars, je reviens pour refaire mal. Mais ce qui est aussi fort avec Lykiss, parce que au-delà de ça, parce que ok, ça va pas faire non plus super mal au CAC, c'est que PA-2, dégâts 2, et le perso de l'autre côté, ben, il peut avoir ok 10 attaques en PA-2, dégâts 1. Ça va surtout nettoyer tout ce qui est petites unités à 1 PV ou 2, parce que c'est quand même pas mal de PA. C'est sympa, mais au-delà de ça, c'est surtout que la Lykiss, elle peut être jouée toute seule. Vraiment, ok, vous n'avez pas bénéficié des 24 pouces, mais elle peut vraiment être jouée toute seule. Pourquoi? Parce qu'elle va faire des actions, etc. Elle a comme un lance-flamme assez méchant, parce que Ignore Cover en PA-2 et jumelé, ça va faire mal. Mais c'est surtout qu'il y a autre chose. C'est que la Lykiss, si elle tire sur un truc, et ben en fait, toute l'armée, elle va avoir un truc qui s'appelle le crit à 5 et que vous allez pouvoir avoir vos touches soutenues ou vos touches fatales sur du 5 pour toute votre armée sur l'unité à laquelle elle est tirée. Donc si vous jouez des Fire Dragon, typiquement le combo que je vous ai donné tantôt, notamment avec le stratagème qui donne touche soutenue ou touche fatale, et ben badaboum, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire avec vos 10 machins, ils vont tuer un truc, ok? Vous claquez le stratagème pour l'autre paquet qui sont que 5, avec qui tire d'abord dessus. Vous faites le crit à 5, ils ont un reroll de tout, ils seront capables aussi d'aller chercher un autre gros, et pour beaucoup moins cher, et du coup Lykiss va pouvoir relayer l'un et l'autre s'il a besoin d'un coup de main ou quoi, s'il faut vraiment tuer quelque chose. Et ben, c'est pour ça que Lykiss est un peu trop forte à mon goût. On va voir ce que ça donne sur table, il faut d'abord voir les combos, etc. Mais donner un crit à 5 pour toute son armée sur une unité ennemie qu'elle a tiré et qui fait quand même mal, hein, parce que je vois des 6 plus 3 en jumelé, même si vous laissez à 5, en PA-2, Ignore Cover, ben, ça peut quand même laver, gratter les 2-3 premiers PV, et avec les fusions du reste, vous êtes sûr d'aller laver les PV absolument. Enfin, c'est juste pour éviter d'être craqué aux stats, il suffit qu'elle retire 2-3 PV, et au niveau des stats, vous allez pouvoir peut-être être moins, même si vous n'êtes pas chanceux, avec vos fusions, enfin vos fusions ils sont directement flat, mais si vous faites des dégâts d'1, des dégâts 2, bah, il suffit que les dégâts que vous ayez offert après vous relancez les dégâts, donc les dragons ils vont faire le travail, mais normalement la Lykiss va permettre de réajuster à ce niveau là. Et voilà, c'est là on va retrouver ce que je vais faire en tier list. Donc je vous ai dit en tout début de vidéo, globalement moi ma tier list que je fais, c'est surtout que en fonction de la disponibilité de la datasheet à pouvoir intégrer un plusieurs détachements ou de bénéficier stratagème, optimisation et de la règle de détachement, on va pouvoir faire une échelle. Même parfois, même si on ne bénéficie pas, vu que la règle est tellement bonne, il n'y a pas vraiment d'interdiction à s'empêcher de jouer une unité. Vu que moi, les Fire Dragons, pour moi, ils rentrent partout.
font toujours le travail, peu importe ce qu'on fait. Et Eldar Ultran, bon, j'en ai pas parlé dans la vidéo, même si je l'ai mis tout en haut à gauche en disant que c'est le premier. Surtout que Eldar Ultran, pour moi, eh bien, en fait, vu qu'il donne un CP en plus, pour tous les détachements, c'est très cool toujours d'avoir un PC supplémentaire pour soit défausser des cartes ou alors bénéficier de tous les stratagèmes, bénéficier d'un stratagème supplémentaire. Et typiquement, et voilà, donc là, c'est à peu près le classement que j'ai fait. Les top et flop, je ne l'ai pas fait par rapport à ce classement-là. Bon, même si le front, c'est vraiment le classement du flop, le classement top n'est pas forcément relié par rapport à ce que vous pouvez voir dans la vidéo au niveau du top. Le top a plus été un avis personnel où là, dans cette tier list là, j'ai essayé d'être un peu plus objectif, même si voilà, on s'entend par l'objectivité, c'est juste que je considère que certaines datasheets rentrent mieux dans plusieurs détachements. Typiquement Eldar Ultran, Baharod, les Hawks, les Fire Dragons, Lykis, les Spiders, etc. Pour moi peuvent rentrer dans toutes les armées. Vu que la règle est tellement bonne, faut pas se l'interdire, etc. Et voilà, c'est juste que c'est plus en disant, pour moi c'est plus un exemple de ce qu'on devrait voir à un niveau de taux de jouabilité ou taux de représentabilité dans des armées. On risque de beaucoup plus voir pour moi Lykis que le Crimson Hunter, l'Aréodine, même si l'Aréodine n'est pas mauvais. Et moi je pense qu'on verra beaucoup plus Lykis que cette Aréodine là. Bon, c'est un exemple un peu trop flagrant, mais voilà, moi c'est ma vision de comment on peut plus ou moins interpréter. Mais moi je trouve que la raid d'Arlequin est meilleure que celle des Drukhari, enfin des Inari, et du coup, je pense que les Arlequins on risque de plus les voir, parce qu'ils ont déjà plus de trucs différents que ce que peut avoir les Drukhari, où on est pas mal limité, même si on peut jouer l'incarne, etc. Les Arlequins ont un potentiel un peu plus fort parce qu'ils ont des trucs où ils peuvent rentrer, où les Drukhari ne peuvent pas rentrer. Donc voilà. Je vais faire le tour de ce que je voulais dire. J'arrive à la fin de la vidéo. Vous pouvez faire pause quand vous voulez pour voir soit mes commentaires, soit de la tier list pour comparer ou donner votre avis sur la tier list que je vous ai donnée. Mais c'est surtout que mon dernier commentaire que je vais donner. Oui, pour moi, le codex Eldar est fort. Peut-être un peu trop fort, mais je veux d'abord attendre de voir ce que ça donne sur table avant de crier au loup et dire gna gna gna, c'est trop fort, c'est pété, c'est cheaté, il faut taper dessus. Non, je pense qu'il faut attendre parce que c'est typiquement ce genre de réactions qui vont tuer une faction ou tuer un détachement ou tuer des unités ou qui vont casser un peu le jeu juste parce qu'on a eu peur de quelque chose et au final, est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait faire ou pas? Il fallait peut-être juste augmenter un petit truc ou réduire quelque chose que bêtement dire ah là là c'est trop fort et taper trop fort dessus et du coup et s'embêter à détruire quelque chose qui avait pas... Ouais. Disons que quand on détruit ce genre de choses, on détruit pour moi le jeu derrière. Et du coup, si on fait ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt à continuer à jouer au jeu parce que si on se plaint juste parce qu'il y a une règle qu'on pense trop forte et au final ne l'est pas, on se tire plutôt une balle dans le pied dans le jeu là où il n'y a peut-être pas nécessité à crier au loup. Donc voilà, j'ai essayé d'être le plus consistant. Je vois que je l'ai fait en une demi-heure. J'ai été pour moi assez rapide, j'avais déjà tourné la vidéo une fois où ça a pris la vidéo prenait 1 heure, donc là je pense que j'ai été vraiment dans la synthèse, j'ai été au plus vite, j'ai essayé de donner mon avis au mieux, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis ciao ciao.